Le 2 février 2026, à l'ambassade de la République du Congo en France, le professeur Théophile Obenga présentait son dernier ouvrage, Reconstruction du Nilo Atlantique. Ce jour-là marquait également ses 90 ans, à seulement 5 jours du 40e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop. Dans ce moment chargé d'histoire, de mémoire et de transmission, le professeur Obenga a pris la parole. Il a livré un témoignage profond. Je vous propose de l'écouter. Je ressens fortement votre amitié et nous sommes ici présents grâce à l'initiative prise personnellement par l'ambassadeur Rodolphe Adada et avec présence africaine, Madame Suzanne Diop. Donc je me sens très flatté, je me sens heureux. Dans la vie, il n'y a pas plus fort que l'amitié et la fidélité. Je dois tout à Cheikh Anta Diop, surtout le dernier livre. On a mis ensemble à peu près 30 à 20 ans de débat, pas de débat, de discussion. Il me disait toujours il faut le faire, il faut le faire, il faut l'écrire. Je ne sentais pas encore comment faire. Je voyais bien, pas toujours bien non plus. J'étais hésitant. Je me suis rapproché des grands savants, posé des questions, ils m'ont éclairé. J'ai suivi parfois leurs renseignements rapidement pour voir comment faire réellement. Et j'ai mis du temps. Donc je sens que Cheikh Anta Diop est là, qu'il est très heureux aussi d'assister à cette cérémonie. Je le sens fortement. Qu'on arrive finalement à la fin de nos débats, de nos discussions. Je suis donc vraiment très comblé, quoi. C'est un grand moment dans la vie. D'avoir vécu aussi longtemps, tous mes amis du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée, Conakry, de l'Abidjan, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'RDC, du Kenya, de la Tanzanie, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de la Namibie. Beaucoup d'entre eux ne sont plus avec nous. Il y a leurs enfants et leurs mêmes petits-enfants. Donc la relève est assurée quand même. Ils étaient un. À l'époque, il y avait au moins 6 africanistes contre 1. Aujourd'hui, il n'y en a même plus. Les Africains font eux-mêmes. Ils font bien, ils font à peu près bien, ils font leurs erreurs, mais ça les regarde. Ils n'ont plus besoin de tutelle, ils n'ont plus besoin de permission. Ça, c'est une grande victoire de l'Afrique. L'Afrique qui se sent libre de penser comme elle veut penser, de penser sur ses intérêts, de ne pas avoir peur du débat public international. Ça, c'est vraiment un acquis extraordinaire. C'est un travail parfois silencieux, calme, de la douceur, etc. C'est vraiment une grande victoire des intelligentsias, de tous les âges de l'intelligentsia africaine. Le problème qui est, c'est quoi? Nous sommes dans le monde, et si l'homme ne parlait pas, il n'y aurait pas de communauté même internationale, il n'y aurait même pas de monde. Les animaux de l'Asie, les animaux de l'Europe, les animaux de l'Afrique, dans leur variété, même dans leur ressemblance, ils se sentent, on n'a pas l'impression qu'ils se sentent communautaires, qu'ils ont des institutions planétaires, qu'ils parlent entre eux des langues différentes, même des langues communes. L'humanité a cette magie-là. Un Chinois communique avec un Américain avec un Africain avec un Européen. Quelles que soient les circonstances, les désaccords, les problèmes, ils communiquent, ils arrivent à fabriquer quelque chose, un outil commun à leur cerveau. Et ils parlent, ils communiquent. Ça, c'est extraordinaire. Donc, les langues du monde, c'est important. Alors, les langues du monde sont particulières. Chacun a sa langue. Les Basques ont leur langue, les Portugais, les Espagnols, les Catalans, les Occitans, tout le monde a sa langue. Nous aussi, nous avons nos langues. Les langues se décrivent. Je prends une langue, je décris
avec des techniques. Quels sont les sons de cette langue, comment les sons sont combinés, comment la grammaire fonctionne, comment les phrases sont faites, phrases simples, phrases complexes. Il y a des phrases très simples. Viens, ça suffit. Ou bien je viens de chez lui. C'est plus complet que je viens, mais c'est aussi suffisant. Chaque phrase, quand on dit une phrase, elle doit être absolument complète. Il n'y a pas de phrase incomplète. Donc quand les Africains parlent avec des phrases, mais leurs phrases sont totales, sont complètes. Il n'y a pas de demi-phrase ou de phrases sauvages ou de phrases païennes ou de phrases de sauvages. Ça n'existe nulle part. Je dis viens dans ta langue yaka, venez, comme hier. C'est complet. Ça n'a pas besoin d'être autre chose. C'est ça. Donc une langue est complète en elle-même. On a décrit nos langues. Ensuite, quand on décrit, on se rend compte quand même que telle langue et telle langue, même éloignées, se ressemblent à peu près. On dit, ah bon, il y a des différences, bien sûr. Il y a même l'incompréhension. Quand je parle espagnol, un Français ne comprend pas. Quand un Français parle, un Portugais ne comprend pas. Et pourtant, ils parlent la même langue à peu près. Ils parlent tous le latin. Donc, on cherche à dire qu'il y a des rapprochements. Il y a des familles, des groupes, il y a des rapprochements. Alors, tiens, on essaie de les regrouper. Et ensuite, on va plus loin. Même une langue qu'on parle, par exemple, au Portugal, elle est parentée à une langue qu'on parle en Russie, le russe, loin là-bas, qui est une langue slave. C'est pourtant assez loin géographiquement. Mais ils sont parentés. C'est des langues indo-européennes. Donc, tu as des langues romanes, le roumain, l'italien, le français, l'espagnol, le portugais, le catalan, l'occitan, etc. Le provençal. Tu as les langues, le wallon. Tu as les langues germaniques, le saxon, l'anglo-saxon, l'allemand, le néerlandais, le suédois. Et tu as les langues slaves, et les tokariens, les langues arméniennes même. L'arménien, les langues perses, les langues védiques, les Védas, Upanishads, les langues, même le mycénien, le grec d'Homère, le grec ancien, le latin, même le hittite, bien avant, c'est même la première langue indo. Toutes ces langues, on a trouvé que c'est des langues indo-européennes. Ils descendent d'un ancêtre commun qu'on reconstruit. Il y a un ancêtre commun. Donc, ils sont leur groupe, le groupe indo-européen. On a le groupe sémitique, l'hébreu, l'acadien, le phénicien, l'héblaïde, la langue de Jésus-Christ, l'arménien, vous avez le phénicien, le carthagien, l'arabe, le guèze, etc. Le guèze en Éthiopie, le guèze, l'amharique, etc. Donc ça, c'est les langues sémitiques. On les classe aussi comme ça. Bon, tu as les langues finno-hongroises, le hongrois, là, tout ça, on les classe aussi à leur manière. Tu as la langue sino-tibétaine, le tibétain, le chinois dans ses variétés, et le birman. Ça, c'est des langues aussi classées. Ils ont leur groupe. Le japonais et surtout le coréen, c'est des langues aussi, leur groupe, les langues altaïques, ils ont leur groupe. Il y a des communautés comme ça, là, c'est fait par des méthodes. Et en Afrique, c'est très compliqué en Afrique.